Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Bienvenue Eva, merci beaucoup de venir pour cet épisode de podcast. Je suis super honorée de te recevoir. Écoute, plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors Eva, moi j'ai envie de commencer un petit peu tout de suite à plonger dans le sujet. Eva, toi tu es ethno-coach. Alors est-ce que tu peux nous présenter qui est Eva Barra et qu'est-ce que c'est être ethno-coach ? Ok, alors du coup, Eva Barra, c'est un nom de scène, un nom de plume, je dirais. Donc actuellement, j'exerce en tant que ethno-coach. Donc pourquoi est-ce que je m'appelle Eva Barra dans un premier temps ? Disons que c'est le résultant d'un travail sur moi, c'est-à-dire d'une quête identitaire où je cherchais un petit peu ma juste place entre ma culture d'origine et la culture d'immersion. Donc, je suis née dans l'actuel Mali et j'ai grandi, je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans et donc j'ai fait quasiment les 3/4 de ma vie en France. Ce qui fait que, à un moment donné de mon existence, je me suis retrouvée à ne plus trouver ma place. On était un peu entre deux chaises, tiraillée, et c'est à ce moment-là où, à l'aube de mes 20 ans, j'ai vraiment fait ce travail-là d'introspection, d'aller chercher un petit peu dans cette double culture, qu'est-ce qui me représente, qu'est-ce que je souhaite conserver et transmettre à mon tour en devenant maman plus tard. Donc, c'est de ce travail-là que résulte le nom Eva, qui est mon prénom Awa, mis en français, ça donne Ève. Pour sortir de l'aspect religieux, on va y venir, j'ai mis Eva. Et ensuite, Barra, c'est mon nom de famille en malien que j'ai raccourci. Tu es de quelle ethnie au Mali ? Alors, je suis d'ethnie Soninké Peul. Mon père est Soninké, ma mère est Peul. Donc, on sait que les Soninké, quand ils sont quelque part, ils étouffent un petit peu l'autre culture. Donc, du coup, on a vraiment grandi dans un foyer avec une prédominance de la culture Soninké. Et les Peuls qui sont aussi plutôt en Afrique de l'Ouest, plutôt des peuples plutôt à migrer, pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment avec les animaux. Je sais pas, moi j'avais vu en tout cas au Burkina, vraiment c'est ceux qui s'occupaient des animaux et qui qui se déplaçaient comme ça, et puis avec un très fort attachement, un profond respect et des rites aussi en lien avec les animaux dont ils sont en charge en fait. Totalement, c'est vraiment un peuple nomade et du coup très en lien avec le vivant et par le biais justement des animaux. Donc, c'est un peuple très, très joyeux, très hospitalier, parce que justement, ils ont cette capacité-là de se mouvoir et de se mélanger partout où ils passent. Et du coup, ils ont leur place. En tout cas, ils sont inscrits dans toute l'Afrique de l'Ouest comme des nomades, comme les gardiens du bétail. Les gardiens du vivant aussi, ouais. Exactement. C'est pour ça que je dis vraiment, ils sont vraiment autour du vivant et de cette perpétuation. Et il y a une flûte peul. Je ne sais pas si il y a vraiment une culture musicale qui va mettre des frissons de partout dans la culture. Tout à fait, tout à fait. Elle est magnifique cette flûte. Ouais. Est-ce que tu peux me dire du coup, m'expliquer en fait, qu'est-ce qui fait qu'une personne va venir suivre un ethno-coaching avec toi ? Qu'est-ce qui appelle en fait ? Alors justement, l'ethno-coaching, je l'ai créé parce qu'à un moment donné de mon histoire, je me suis moi-même retrouvée, j'ai fait ce travail-là autour de mes 20 ans, de savoir qui j'étais entre ma double culture. Ensuite, ça a roulé à peu près. Et puis autour de mes 30 ans, devenant maman, j'ai également eu un carrefour de vie qui m'a permis de me déconstruire. Je me suis d'abord effondrée avant de pouvoir me reconstruire. Et dans cet effondrement où en très peu de temps, l'espace de 3-4 mois, en fait, j'ai vraiment tout ce que j'avais bâti professionnellement, socialement, maritalement, s'était effondré. Et à ce moment-là, tu te demandes, en fait, je me suis redéfinie en tant que Eva Barra, mais en vrai, dans la réalisation de soi, j'étais beaucoup tournée sur l'avoir. Et donc là, je me réinterroge sur l'être. Et donc, à ce moment-là, je me dis, j'ai peut-être besoin d'un regard extérieur, d'un professionnel qui va m'accompagner dans cette période-là, pas évidente de ma vie, parce que j'ai 2 enfants à gérer, que j'ai besoin de remonter assez rapidement. Et donc, à ce moment-là, je fais appel à des thérapeutes, je fais appel à des accompagnants. Et je trouve que
Parce que j'avais 2 enfants à gérer, eh bien, à gérer. On ne gère pas nos enfants, on les accompagne et surtout, ils nous accompagnent. Mais en tout cas, j'avais 2 enfants au quotidien qui avaient besoin de leur maman et non pas d'être la maman de leur maman. Eh bien, j'ai été au bout de cet accompagnement. J'ai été au bout de mes accompagnements, de tout ce que j'ai entrepris. Et à la fois, j'avais une grande frustration tout du long parce que je trouvais qu'il y avait un pan de mon histoire qui n'était pas connu de la personne qui m'accompagnait. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer justement c'était quoi la culture sonique et c'était quoi la culture Peul, c'était quoi justement de grandir dans une famille où la polygamie est une norme, c'était quoi d'être l'aîné d'une fratrie, c'était quoi d'être la fille aînée de 14 frères et sœurs. Toutes ces choses-là, j'ai dû les expliquer, j'ai dû les nommer, j'ai dû expliquer c'était quoi d'être excisé, c'était quoi, toutes ces choses-là, j'ai dû à chaque fois expliquer, parfois prendre une feuille et un stylo, faire des dessins en fait. Et en vrai, quand tu viens pour te faire accompagner, en fait, tu viens pas pour former la thérapeute en face de toi, tu viens pas pour former l'accompagnant en face de toi, mais parce que j'étais dans un tel état de détresse et d'urgence, je l'ai pris ce temps-là et je me suis rendu compte que des personnes qui peuvent avoir un parcours similaire au mien ne prendront peut-être pas le temps. Peut-être que dès le premier rendez-vous, ils vont être saoulés en fait de devoir expliquer. Et on va dire, eh bien, dans certaines communautés, eh bien, on ne se fait pas accompagner, on ne va pas voir des thérapeutes, on ne va pas voir des coachs, alors que non. C'est peut-être que à ce moment-là, en tout cas, moi, c'était en 2016-2017. Eh bien, je me sentais pas écoutée en face dans ma singularité, dans ce que j'étais, dans ce choc culturel-là que je vivais au quotidien. Et du coup, c'est ce qui m'a amené, moi, à faire cet accompagnement-là déjà, et à plus à me dire, mais en fait, si je pouvais me cloner, eh bien, la prochaine moi, j'aimerais qu'elle n'ait pas à expliquer autant. J'aimerais qu'elle n'ait pas à faire et la formation pour ensuite que la personne puisse mieux m'accompagner. Donc, à partir de là, je me dis, en fait, il y a réellement quelque chose à créer là-dessus parce qu'il manque un maillon au niveau de la culture, au niveau du coaching, qui a des outils hyper puissants, mais dans lesquels eh bien, des personnes comme moi qui naissent et qui grandissent à la jonction de plusieurs cultures ne se reconnaissent pas dans leur pluriculturalité. Et c'est là justement que j'ai créé l'ethno-coaching et c'est ces personnes-là qui viennent à moi aujourd'hui. Des personnes qui, comme moi, en fait, ont vécu le choc culturel, sont entre deux cultures, sont nées ailleurs ou sont nées ici, mais sont nourries, enrichies d'ailleurs, sont nés ici et eux-mêmes ont fait un Eldorado. J'ai des clients qui sont nés en France de parents venus d'ailleurs et qui ensuite, à leur tour, vont aller s'installer aux États-Unis, vont aller s'installer en Allemagne, vont aller s'installer en Suisse. Donc, du coup, il y a un double déracinement. Okay, c'est tous ces chocs-là, en fait, où j'interviens. C'est dès lors qu'il y a plusieurs cultures qui rentrent en ligne de compte, que ce soit au niveau de l'identité, que ce soit au niveau du couple, qu'on ait choisi un partenaire qui est également des origines d'ailleurs ou qui vient d'ailleurs tout simplement. Eh bien, pareil, tu parlais du Burkina Faso, justement, c'est une culture dont tu es enrichi. Et donc, on s'enrichit de plusieurs cultures, on est à la jonction de plusieurs cultures, on grandit, on se construit. Et c'est là, parfois, où il y a des interférences. Et c'est là où j'interviens pour un peu harmoniser, pacifier. Je fais de la médiation, des fois à l'intérieur de la personne, des fois au sein d'un couple, des fois au sein d'une relation mère-enfant. Des fois, j'interviens également pour des réunions de famille lors d'une séparation. Finalement, il y a plusieurs cultures qui s'entrechoquent. C'est pas la même lecture partout. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces questions-là autour de l'identité, de la pluralité des cultures, du choc des cultures, qui fait qu'on fait appel à de l'ethno-coaching éventuellement. C'est magnifique ce que tu partages parce qu'il y a plusieurs notions. Déjà, il y a la notion de dire alors je peux l'imaginer, donc en étant moi une très très européenne, mais comme j'ai pu aussi voir mon mari, c'est un psychologue qui a certes fait toutes sortes d'études fantastiques. On peut se rendre compte des barrières et puis des préjugés qu'il ou elle peut avoir aussi sur une culture africaine, notamment, effectivement, c'est dire c'est quoi l'organisation, comme tu parlais d'avoir plusieurs épouses, et c'est quoi l'organisation, et d'autant plus que c'est pas non plus, et ça paraît bête, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pas toutes les ethnies, c'est pas une normalité. Donc moi je vois très bien le type de remarque, le type ton mari combien il a de femmes, c'est bon, c'est par ce type de commentaires. Non, par exemple, ça se fait pas dans l'ethnie de mon mari. C'est pas quelque chose qui se fait, mais c'est ok dans d'autres. Il y a d'autres confessions. Puis ça, c'est tous les préjugés. En fait, t'offres un espace pour d'une part, parler sans préjugés, mais combien il y a des préjugés sur la culture africaine ou même, je dirais, du Sud de manière globale. Et tout ce que la personne, elle projette, et tu permets aux autres de voir la carte du monde de manière différente. Non, mais ça se passe comme ça ailleurs. Je trouve ça magnifique, en tout cas, ton projet. Je vais rebondir sur une question, c'est de dire, du coup,
je vais prendre l'exemple d'un couple moi je connais bien. J'ai de la chance vraiment parce que nous on a réussi, mais j'ai pu imaginer, j'ai pu me retrouver dans des situations où on peut ne pas se comprendre et à ce moment on se dit, alors nous on parle en plus la même langue, mais de se dire mais on n'a pas les mêmes grilles de lecture du monde. Toi, tu as des situations, par exemple, dans le couple où tu dis, ben voilà, il y a une personne, elle vivait ça et l'autre, c'était impossible pour lui de comprendre. Alors, je dirais que c'est vraiment dans le quotidien que je les ramène. Dès lors qu'il y a une notion de malentente, enfin de mésentente dans un couple, eh bien, je vais vraiment revenir sur la définition du mot. Et c'est impressionnant à quel point ils se rendent compte qu'ils se disent, oui, Eva, on tourne en rond, ça fait longtemps que je lui ai dit ça, on en a déjà parlé, oui, il est d'accord, on en a déjà parlé, elle est d'accord, oui, en effet, ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Alors, qu'est-ce qui fait que il y a une incompréhension, en fait. Et là, on va descendre dans le mot. Dire, oui, mais tu comprends, Eva, on est dimanche. Il fait ça le dimanche. OK? Mais pour toi, donc, quand tu dis fait ça le dimanche, il y a tout dedans. Sauf que si tu n'expliques pas ton dimanche, la personne en face de toi ne peut pas comprendre. Donc, du coup, je vais leur poser, on dit, écoute, pour toi, c'est quoi un dimanche? Elle va me dire, je pense à un couple en particulier, pour moi, le dimanche, c'est cocooning, on est à la maison, on est en amoureux, limite un petit déj au lit, on ne bouge pas, en fait. OK. Et pour toi, monsieur, c'est quoi un dimanche? Pour moi, le dimanche, c'est je vais chez mes parents, c'est là où je vois mes neveux nièces, c'est là où du coup, en fait, on est tous ensemble, je joue avec mes frères. En fait, on peut se voir qu'une fois dans la semaine. Donc, on est d'accord. Vous êtes tous en train. Du coup, vous êtes là sur le dimanche, mais vous n'avez pas défini ce que vous mettez derrière ce dimanche. Donc, pour toi, le dimanche, c'est le fait de pouvoir être, tu te dis que tu peux être en cocooning avec ton amoureux, mais pour lui, le dimanche, c'est sacré et c'est en famille, c'est avec sa mère, du coup, il n'y a plus son père, c'est avec sa mère, c'est avec ses frères et sœurs. Rien que ça, de partir là-dessus, déjà, ça leur fait prendre conscience que si on ne prend pas le temps d'expliquer, tout ce qui n'est pas expliqué est interprété. Et du coup, on a tendance ils ont tendance à penser très souvent, moi la première, que de la façon dont je pense, la personne rentre dans mon cerveau et comprend forcément ce que je veux dire. Donc déjà, c'est possible, même quand on parle la même langue, même quand on a eu la même éducation, il y a des incompréhensions. D'autant plus quand on a des cartes du monde différents, eh bien c'est là où moi je parle du contrat, où il faut venir reposer tout ça. Mais va jusque-là, oui, jusque-là, ça va jusqu'à se dire, c'est quoi pour toi une journée cocooning? C'est quoi pour toi une journée off? Ça correspond à quoi? Quand tu es en repos, c'est quoi? Parce que elle s'est dit que c'est ton jour de repos, donc elle a fait un programme pour jouer un amoureux. Toi, tu t'es dit que c'est son jour de repos, donc tu as dit oui à ta mère pour aller manger chez elle. Mais vous n'avez pas juste la même définition du c'est quoi une journée de repos, c'est quoi un dimanche. Donc, du coup, ça va jusque-là, en fait, les incompréhensions. Ensuite, on arrive sur des questions autour de quand les enfants arrivent ou quand il y a une grossesse. Là, voilà, on se met d'accord à nouveau sur le contrat. On va leur parler quelle langue, qu'est-ce qui est important pour chacun de mettre dans le sac à dos de cet enfant. Parfois, à nouveau, il y a des congruences, on va dire. C'est hyper beau parce qu'en plus, ça va toucher en plus la plupart des... Bon, pareil, on l'aura dans les couples, mais tu me respectes pas, le mot le respect. Moi, je me souviens d'un exemple très marquant avec mon mari où nous, éduqués le matin, on se lève, on doit aller dire bonjour. On va vers nos parents, on dit bonjour. Et c'est impératif, sans quoi on se fait engueuler. Et dans la tradition plutôt, en tout cas d'Afrique de l'Ouest, on se lève, on va faire des ablutions, on reste en silence, on va faire ses ablutions un peu du visage, on va purifier son visage pour pouvoir venir dire bonjour. Donc au bout de 2-3 minutes, donc avant on se croise, on ne se parle pas. Ça paraît bête, mais nous on était... C'est des détails qui font que c'est hyper choquant au départ. Au quotidien, on est là et on est là, ok, non, attends, mais j'ai dû comprendre la notion d'ablution, de dire non, moi je viens te parler quand mon visage est purifié de ce qui s'est passé cette nuit, dans le sens, dans les rêves, énergétiquement, de tout ce qui a pu arriver dans une période, c'est sortir de l'obscurité. Ça, si on ne le pose pas, on ne sait pas, on se manque de respect. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, tu te réveilles, tu ne me parles même pas. Et pourtant, justement, c'est un grand signe de respect que de ne pas te parler tant que je ne me suis pas lavé le visage, tant que je n'ai pas fait mes ablutions du matin. Et le poser, justement, c'est dire à la personne, en fait, je pensais qu'il me respectait, mais en fait, il me respecte tellement que, justement, il prend le temps de se purifier avant de se présenter à moi. Donc, comme quoi, le changement de la position de perception amène à élargir notre champ de vision et à nous dire, mais en fait, ce qui est la vérité chez moi, n'est pas une vérité universelle. C'est vraiment là que tout le monde se retrouve, en fait.
Là, c'est hyper intéressant parce que ça mène aussi sur les rites et sur les manières, le manière d'être. Hein. Puis justement, dans des cultures plus du Sud, ça va être pour moi l'Amérique du Sud, que ce soit le Pérou, le Brésil, des pays que je connais, on a des rites, on a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. En Afrique aussi, il y a des choses je ne vais pas du tout saluer de la même chose. Ça ne me viendrait pas à l'idée d'arriver devant quelqu'un, un aîné à mon mari, et d'arriver et de lui faire la bise. On ne fait pas comme ça. On salue d'une manière, ça peut être confrontant, on dira mais du coup tu te plies. Ben oui, parce que c'est la manière de saluer, au même titre que tu as 3 bises d'un côté, 4 de l'autre. Il y a une manière de saluer où on va plutôt serrer la main d'une certaine manière, et ça c'est hyper important. Toi, du coup, est-ce que tu accompagnes aussi sur une notion, alors je me permets, est-ce que toi tu as une confession et tu arrives à accompagner aussi de manière plus large? Est-ce que tu as une confession qui a certains rites, ou parce que tu viens déjà de 2 ethnies différentes, hein, qui n'ont pas forcément les mêmes religions, et du coup, comment tu accompagnes aussi dans ni les mêmes cultures, mais comment tu accompagnes aussi sur cet aspect-là? Alors moi, du coup, sur l'aspect, je parle vraiment de la carte du monde de la personne. C'est-à-dire que je parle vraiment de l'individu, la personne qui me contacte. Donc, du coup, on va tout de suite très rapidement poser son ethnicité. Quelles sont les ethnies qui la composent intérieurement? Quelles sont les ethnies qui composent son foyer? Et du coup, souvent, parfois, justement, elle a des ethnies, son partenaire en a d'autres. Ils vivent dans un pays qui est différent de leurs 4 à 5 ethnies. Et du coup, dans tout ça, OK, est-ce que toi, déjà, tu es au clair avec les tiens? Est-ce que lui, il est au clair avec les siens? Est-ce que vous êtes au clair avec ce que vous vibrez dans ce foyer-là? Donc, je vais vraiment partir d'abord sur cette dimension ethnique. Et dans la dimension ethnique, il y a tout l'héritage ancestral qui va venir poser justement la dimension religieuse. Parfois, ils vont être eux-mêmes issus d'un mariage religieusement mixte, spirituellement mixte plutôt. Et du coup, déjà, toi, entre la confession que ta maman pratiquait, la confession que ton papa pratiquait, comment est-ce que tu t'es situé? Est-ce que tu as prêté allégeance à l'une d'entre elles? Est-ce que tu en as choisi une toute autre? Est-ce que ton partenaire en face, à chaque sujet, on vient remettre sur la table justement la carte du monde de la personne, la carte du monde de sa réalité. Il y a la carte du monde souvent de l'environnement dans lequel on a grandi. Pour ma part, j'ai grandi dans un foyer de confession musulmane, et aujourd'hui, justement, je me positionne davantage comme une personne spirituelle. Et à la fois, le fait d'avoir grandi dans ce bassin-là me permet d'avoir une lecture tellement amplifiée des personnes que j'accompagne, et du coup, une ouverture d'esprit à toutes les religions, quelles qu'elles soient, parce que justement, je considère que toutes les religions mènent à la spiritualité. Ça, c'est ma croyance. Nous amène, c'est un chemin d'éveil vers la spiritualité, vers la connexion au spirit, à l'âme qui est à l'intérieur de nous. Maintenant, chacun y va avec les outils qu'il a, et bien sûr avec son héritage. Donc à chaque fois, je le repose avec chaque client, je repose vraiment sa dimension, sa carte du monde de naissance, de croissance, ici et maintenant, son foyer, le pays dans lequel il est muté. On reprend tout, parce que j'ai une cliente qui est mutée au Japon, religieusement parlant, elle est encore baignée dans une autre culture. Ses collègues ont un autre positionnement spirituel vis-à-vis d'elle, en fait. Donc, c'est important de repositionner, même par rapport à nos expériences de vie, en fait. Quand tu voyages au Brésil, tu dois vraiment venir te reconnecter à là où ils en sont. Elle est magnifique, leur foi. Moi, je trouve ça juste magnifique. L'Amérique latine, tout ce qu'elle apporte en matière de spiritualité, c'est puissant. Ça va être magnifique parce qu'il y a plusieurs, il y a plein d'éléments dans ce que tu dis, je trouve intéressant, parce que il y a le fait de pouvoir écouter l'autre, puis d'ouvrir. Pour moi, il y a discussion, il y a possibilité d'échange, dans la mesure où on n'a pas l'impression d'avoir la vérité absolue. Dans ce podcast, c'est vraiment ça, c'est dire, on entend, quelle que soit la confession, une vision, au moins qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à une représentation divine, à Dieu, en tout cas de la manière dont ça représente. Et c'est en fait, toi, tu vas accompagner c'est quand on reste dans l'ouverture d'esprit, qu'on arrive à être dans l'ouverture d'esprit spirituelle, qu'on peut être dans l'ouverture d'esprit aussi dans son quotidien. Exactement. C'est exactement ça. C'est que du coup, c'est en honorant cette ouverture-là, ce vivant, de revenir sur tout le vivant. Moi, du coup, quand je reviens sur mes héritages, c'est que justement, mes parents, c'est ce qu'ils m'ont transmis entre du coup les gardiens du vivant et les gardiens de l'invisible. Et bien, entre les deux, justement, je connecte à cette réalité-là qu'en fait, le vivant n'est pas forcément visible et que le vivant n'est pas forcément humain. Donc finalement, on revient à cette unicité de tout ce qui vit, et honorer tout ce qui vit, à commencer par la terre elle-même. Et bien, progressivement, ça devient une hygiène de vie. Et
à ce moment-là, on est au-delà de l'aspect religieux, même si l'hygiène de vie est repris dans toutes les religions. Mais vraiment revenir à cette notion spirituelle, eh bien, ça amène à vraiment reconnecter à un tout, à l'humanité tout entière, à tout ce qui vit, à tout le vivant, que ce soit la faune, la flore, et on s'en arrive du coup sur la création tout entière. C'est ça qui est magnifique. Moi, je crois que je l'ai déjà dit, je l'ai déjà partagé dans le podcast, mais par exemple, là, tu mélanges, enfin, dans le sens, il y a déjà plusieurs nuances. Il y a cette foi musulmane, puis moi, je dis toujours, mais c'est une foi, c'est une religion qui va demander 5 fois par jour de se prosterner sur la terre. C'est quoi? Il y a quoi de plus magnifique que ce geste-là? Et en même temps, tu as conscience à ce moment-là que vous êtes des millions en train de le faire en même temps. Quelle force! Enfin, je suis pas de confession musulmane, mais je peux que m'imaginer la puissance quand on fait ce rituel-là, de la manière dont on peut être porté. Et il me semble, tu me corriges, mais en plus, c'est cette foi et cette confiance qu'à ce moment-là, Dieu t'entend directement. Totalement, c'est la connexion directe. On dit, voilà, c'est à cet instant-là, justement, qu'il y a une connexion directe. Après, on est également sur la zone du front, on est également sur la zone de la perception. Donc, c'est aussi une connexion directe, justement, à la création tout entière, mais on est également sur la perception. Finalement, on est vraiment sur l'ouverture du visible comme de l'invisible. Et ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'il y a également cette notion où peut être des millions sur la planète à avoir le même geste. Et là où j'invite autant que possible, c'est à mettre de la conscience sur ce fait-là, parce que justement, le fait d'être des millions à faire le même, à être dans la même énergie en simultané, eh bien, ça crée un égrégore. Ça crée un égrégore 5 fois par jour. Ça crée un égrégore qui, du coup, devient une masse énergétique au service de qui, au service de quoi. Donc, finalement, le fait de le faire en conscience fait que le faire en conscience permettrait, je pense, de faire monter le taux vibratoire de la Terre différemment si on était beaucoup plus nombreux à agir vraiment en conscience dans ces moments-là. C'est-à-dire que, la masse, justement, c'est bien la masse consciente. Je pense que c'est à ça qu'on devrait aspirer. C'est à être religieux ou spirituel, mais en tout cas à être, selon les termes qu'on utilise, moi, l'un ne va pas sans l'autre, mais d'y être en conscience. Le fait de l'habiter en conscience permet que, on sait que là, tout de suite, on est en train de créer une énergie, on est en train de transmettre quelque chose de nous, et dans ce cas, on pose quelle intention dessus? Avec quelle énergie est-ce qu'on y va? Avec quel sentiment, ressentiment est-ce qu'on y va? Là, ça permettrait de projeter et du coup de créer un monde plus juste. C'est là où tu appuies sur la force de la prière, en fait. Ça, c'est magnifique. Et souvent, quand on est dans une confession, soit on va prier un petit peu, il y a des gens qui sont un peu perdus comme ça au niveau confession, puis ils vont prier, mais ils vont demander à l'univers, puis c'est pas bien structuré. Donc, à un moment, moi, je dis toujours, c'est un appel comme ça, une bouteille à la mer. Ils lancent comme ça. Et puis après, il y a la personne qui va prier, puis à l'opposé, il y a la personne qui a une confession. Puis tu vois, dans la foi chrétienne, moi que je connais un petit peu plus, on va répéter le Notre Père, puis il est devenu tellement en fait, on le fait tellement de manière automatisée que finalement on met plus de conscience. Enfin, Notre Père, puis finalement t'es là, attends, il y a la puissance des mots. Mettre le quête aux cieux, t'es où là? Vraiment de mettre de la puissance, puis mettre d'intention, de la paix dans le monde, vraiment de mettre une conscience de où est-ce qu'on veut aller, enfin, quelle est l'intention de manière globale, pas que mon travail, mon petit monde, mon petit univers, mon petit salaire, mon petit découvert bancaire, mais vraiment être au service du vivant, au service du monde. Ça, c'est quelque chose d'ultra puissant. Je me permets juste aussi cette question, Eva, comment toi, t'accompagnes tes enfants, en fait, du coup, donc tu nous as partagé que t'avais 2 fils. Comment tu transmets justement cette vision pour rester dans une ouverture d'esprit? Je les ai ramenés, je pense que je les ai d'abord connectés à la notion d'âme. Je les ai connectés à la notion d'âme, les amener sur cette notion que nous sommes avant tout des âmes et que, au même titre, si on partait sur les âmes, justement, il y a les âmes. C'est une éducation, je pense, c'est une éducation spirituelle. Donc, on doit parler vraiment de cette notion d'âme, du cheminement de l'âme, du chemin de l'incarnation, mais également du fait que, en tant qu'âme, à un moment donné, peut-être qu'on a le choix, ou peut-être qu'à un moment donné, il faut savoir qu'il y a des âmes qui sont incarnées, il y a des âmes qui sont non incarnées. Mais du coup, on n'est pas moins importante qu'elles, elles ne sont pas plus importantes que nous, c'est différent. Et du coup, c'est des expériences qui sont en train de se vivre de manière différente. Il y a le monde du visible et de l'invisible. Et ensuite, dans le monde du visible, il y a le monde il y a la faune, la flore, il y a les mammifères. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment une éducation sur tout le vivant, sur le respect de tout ce vivant-là, sur le fait de vivre au contact d'eux. Donc, je sais que je les amène beaucoup
en forêt depuis qu'ils sont tout petits. On y allait vraiment une fois par semaine. Voilà, je mettais après la bannière, il fallait absolument qu'une fois par semaine, je les emmène en forêt. Et du coup, ils ont appris à apprécier ces moments-là, de telle sorte que maintenant, c'est eux qui me les réclament. En fait, moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en forêt. On était il y a 10 jours. Bon, ça fait 3 jours de trop. Ok, très bien, on va aller en forêt. Donc, progressivement, je pense que c'est plus, comme je dis, c'est un mode de vie, c'est un style de vie, c'est de la conversation, c'est de la réflexion, c'est des débats avec eux, demander leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et du coup, ils posent énormément de questions, les enfants. Donc, quand tu leur parles d'âme, quand tu leur parles d'incarnation, c'est eux qui t'amènent sur, mais du coup, la réincarnation. Mais du coup, si je reviens, moi, c'est sûr que je reviendrai pas en humain. On arrive sur tous ces débats-là. Et c'est vraiment, on va parler de philosophie, mais c'est une ouverture. Le droit de se projeter, de se penser responsable de ses choix et de se dire quelque part à un moment donné, j'ai choisi d'être celui que je suis aujourd'hui. Maintenant, c'est pour en faire quoi? Et là, on arrive vraiment sur, du coup, à travers tes expériences, toi, qu'est-ce que tu vas apporter? Cet arbre-là, qu'est-ce qu'il apporte de plus à ce jardin? Eh bien, tu vois, ça fait de l'ombre, ça nous permet de pouvoir pique-niquer dans le jardin quand il fait beau. Toi, du coup, qu'est-ce que tu penses que tu apportes sur cette terre? Qu'est-ce que tu ajoutes qu'est-ce que tu ajoutes sur cette terre? Pas aux autres, mais déjà de toi, toi-même, quelle est ta conscience de toi? Donc, je dirais que c'est un mix, je pense, entre cette notion-là d'être spirituel. Moi, c'est vraiment ça. C'est pas une spiritualité, c'est de se vivre en tant qu'être spirituel, en tant qu'âme, en fait, qui a fait le choix d'être une âme incarnée. Donc, en tant qu'âme incarnée dans un corps, eh bien, on a aussi toutes les responsabilités qui vont avec ça. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on honore cette âme-là à travers ce vêtement qui est le corps? Et du coup, dans cette vie-là, le temps d'une vie qui passe en un clin d'œil, qu'est-ce qu'on laisse? De quoi est-ce qu'on a hérité? Et qu'est-ce qu'on souhaite léguer à notre tour? C'est des débats que j'ai eu avec eux, ils avaient 5 ans, 7 ans, 8 ans. Et forcément, on revient sur des sujets et ça évolue et ça progresse. Mais je pense que ma plus grande fierté, c'est vraiment de les avoir connectés à la nature, de les avoir connectés à la création tout entière. Mon fils pleure parce que son copain a écrasé une fourmi. Oui, c'est un succès en fait. Il est conscient que chaque vie est importante et qu'aucune vie n'est supérieure à une autre en fait. Donc ça, c'était là-dessus que ça me tenait à cœur de les amener. Et je pense que quand on a connecté à ça, il y a des expériences, mais ça reste des expériences. C'est magnifique ce que tu partages. Je vais revenir aussi sur la notion de, tu partages ta confession musulmane. N'empêche que tu es originaire aussi du Mali, où il y a aussi le culte des ancêtres. Hein. On a des rituels, en plus le Mali, il y a le pays d'Ogon, il y a des masques, il y a des choses comme ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose où tu es encore en lien ou comment ça s'exprime chez toi? Alors, moi, c'est là où moi je parle d'être spirituel. Je parle vraiment d'être spirituel dans le sens où je suis consciente d'où je viens. Donc, quand je reparle vraiment sur mes lignées, que ce soit ma lignée maternelle, ma lignée paternelle, plus je vais remonter, plus on arrive justement à l'arrivée de cette religion sur le sol. Et du coup, dans mon arbre généalogique, à un moment donné, il y a un avant et un après l'arrivée de la religion musulmane. Et donc, quand on a démarré bien avant, eh bien, je suis consciente que on est avant tout des êtres spirituels. Donc, on est avant tout des êtres spirituels, du coup, des gardiens de nos arbres généalogiques respectifs, mais également du vivant, du visible, de l'invisible. Donc, tous ces mondes-là demandent à être honorés, demandent à être connus et reconnus. Donc, pour ma part, je me dis vraiment être un être spirituel davantage qu'un être attaché à une confession, puisque les confessions sont arrivées bien après dans mon arbre généalogique. Je les connais, je les respecte. J'ai que du respect pour les personnes qui sont inscrites, qui s'inscrivent et qui s'identifient. Pour ma part, je ne m'en limite pas. Très bien, Eva. Au moment où on enregistre ce podcast, on est en fin d'année 2023. C'est quoi tes projets pour l'année à venir? Si une personne a envie de faire appel à toi, comment ça se passe? Comment tu t'orientes? C'est quoi le projet un petit peu? Donc voilà, j'ai envie de te contacter. On fait comment? Et puis c'est quoi tes grands projets pour l'année à venir? Yes. Alors, pour me contacter, pour le moment, je suis très active sur les réseaux sociaux. J'ai un site internet qui est en cours de finalisation, evabara.com. Donc, d'ici janvier, ce sera en place. Donc là, c'est en finalisation, justement, ça fait partie de ce qui se finit cet hiver. Et ensuite, je dirais, si une personne se pose des questions, se dit, écoute, j'aimerais bien connecter avec cette personne-là, je dirais d'abord de me rejoindre à travers mes réseaux, d'y voir un petit peu ce que j'y partage, que c'est vraiment mon univers, mon mood, et j'ai à cœur d'être transparente parce que j'ai eu besoin que les personnes soient transparentes avec moi quand j'ai fait appel. Par exemple, j'ai fait appel à une thérapeute et je lui ai demandé, je me rappelle un jour, vous avez des enfants? Elle s'est sentie offusquée. Mais parce que c'est à sens unique.
Et moi, j'étais là, mais attends, je dépose toute ma vie, je lui ai juste besoin de savoir, attends, je te parle d'enfants, je te parle de maternité, est-ce que tu as des enfants au moins? Et du coup, elle a déjoué le truc en disant, oui, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous intéresser autant aux autres? Non, j'ai juste besoin de savoir si la personne à qui je me confie a vécu la maternité ou pas, en fait. Donc, pareil, c'est un truc qui m'a effroissée. Je me dis, voilà, du coup, en tant qu'accompagnante, c'est quelque chose auquel je fais très attention, au fait que justement, ce soit dans les deux sens. C'est-à-dire que, du coup, à travers mes réseaux sociaux, je partage ce que je suis parce que, justement, c'est parce qu'on s'identifie qu'on va choisir telle personne pour nous accompagner ou telle autre personne, ou se dire, en fait, non, ça n'accroche pas et je suis complètement OK avec ça, le fait que je ne puisse pas vibrer sur la même longueur d'onde que tout le monde. Donc, à travers mes réseaux, je partage un petit peu mon univers, mon mood, mon énergie. Et ensuite, du coup, j'organise des ateliers pour faire un peu découvrir l'ethno-coaching, parce que comme c'est quelque chose que j'ai inventé, que j'ai créé et modélisé, eh bien, c'est important parfois d'expérimenter avant de s'engager. Puis ensuite, si les personnes veulent prendre un accompagnement, il y a les liens, autant sur les réseaux, il y a les liens pour pouvoir prendre rendez-vous, pour pouvoir se faire accompagner. Et ensuite, après, j'organise des événements 2 fois l'an. Le prochain, ça va être en avril, justement. Et volontairement, c'est en avril parce que c'est le début de l'année du calendrier solaire. Et du coup, en hiver, pour ma part, je suis en accompagnement automne-hiver sur des programmes Renaissance. Donc, j'amène vraiment les personnes à reprendre possession, reprendre le volant de leur vie. Et je trouve que l'automne et l'hiver s'y prêtent bien parce qu'on est en hibernation. C'est une énergie qui nous invite à rentrer à l'intérieur. Donc, ça fait partie de cette notion-là d'être spirituel qui, du coup, vit en corrélation avec les énergies terrestres et le cycle de la vie plutôt qu'en opposition. Donc, ça fait partie de mon univers. Donc, mes accompagnements s'en enrichissent également. Alors Eva, en tout cas, je te remercie vraiment pour tout ce que tu nous as partagé. Je te remercie pour ta confiance aussi. Je te remercie pour ta transparence, vraiment, ton authenticité. Et donc, je recommande à toute personne d'aller te suivre sur Instagram. Donc, c'est @Eva Barra, il me semble. Oui, c'est @Eva Barra officiel, oui, sur Instagram. Eh ben, merci beaucoup, Eva. C'est un plaisir. Merci. Merci à toi. Merci pour l'invitation et avec grand plaisir. À bientôt. Merci.